Bienvenue à nouveau. Le Moyen-Orient est une fois de plus sur le fil du rasoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la façon dont l'Iran tire les ficelles en utilisant le Hezbollah, non seulement pour menacer Israël avec des drones à fibre optique, dont nous allons parler, mais aussi pour détourner l'attention des relations de l'Iran avec les États-Unis. Il ne s'agit pas seulement du Liban, c'est un jeu plus vaste de diversion et d'escalade. Restez avec nous car je reçois Amiad Cohen, le directeur du Center for Israeli Liberty, pour tout vous expliquer. Amiad, heureux de vous revoir. Merci de m'accueillir à nouveau. Alors, Amiad, je veux aller droit au but. Nous avons examiné beaucoup de gros titres et nous parlons de ce nouveau type de guerre qui, malheureusement, élimine nos soldats comme des cibles faciles. Un soldat allait épouser une fille de ma rue et les invitations de mariage venaient d'être imprimées. Malheureusement, il a été tué par une frappe de drone la semaine dernière, l'un des nombreux cas. Le Hezbollah a vraiment intensifié ses attaques contre Israël. Et je voudrais vous demander, est-ce que le mot qui décrit cela est Iran? Et pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ici? Donc non. L'Iran ne mène pas la bataille sur le terrain actuellement au Liban. Le Hezbollah tente d'aider, mais c'est actuellement très difficile pour eux car ils cherchent surtout à sauver leur propre régime. Le Liban est très compliqué et je ne suis pas d'accord avec la prémisse. L'opération au Liban en ce moment est très réussie d'un point de vue stratégique et tactique. Tsahal a pris le contrôle du sud du Liban avec presque aucune résistance du Hezbollah. C'était inimaginable le 6 octobre 2023. Aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur et détruisons les infrastructures. Il y a seulement quelques heures, ils ont annoncé à la population de Nabatiya, une ville de 100 000 habitants au nord du fleuve Litani, d'évacuer vers une autre ville. C'est une ville centrale chiite près du château de Beaufort. L'armée israélienne a ordonné de quitter cet endroit stratégique pour prendre le contrôle et détruire l'infrastructure du Hezbollah. C'est stratégique et cela n'aurait jamais été une option, même si l'opération avait été un tel succès. L'accent mis sur les drones est tellement trompeur dans ce contexte. C'est comme regarder la situation par le petit bout de la lorgnette et rater l'ensemble du tableau. Je le répète, les FDI ont pris le contrôle de près de 50% du sud du Liban au sud du Litani et continuent d'avancer. Les troupes des FDI manœuvrent toujours lentement, de façon systématique. Il n'y a pas de population au sud du fleuve Litani. Ça fonctionne. Les drones représentent un problème tactique difficile à résoudre. Les Russes et les Ukrainiens essaient toujours de régler ce problème. Ce n'est pas un problème stratégique. Qu'un soldat des FDI fasse face à tous ces défis en y mettant tout son cœur et que j'ai aussi perdu un voisin la semaine dernière, c'est ça, la guerre. Vous perdez des soldats, et le nombre de soldats que les FDI ont perdu ces derniers mois atteint 11, alors que le Hezbollah en a perdu 3000. Ce n'est pas une comparaison. Les FDI avancent maintenant stratégiquement dans le sud du Liban et une bonne fois pour toutes, elles résolvent le cancer profond dont souffre l'État libanais, c'est-à-dire le Hezbollah qui est une filiale de l'Iran. Mais maintenant, la tête du serpent est désormais visée par les États-Unis et Israël. Et le serpent, disons le corps du serpent, une partie de celui-ci, le Hezbollah, est visé par Israël. Et je crois que dans les prochains mois, peut-être plus, nous n'aurons plus le Hezbollah comme une puissance militaire significative au Liban. Peut-être qu'il se retournera contre le Liban. C'est une autre conversation, et l'Iran est stratégiquement affaibli. D'un point de vue géopolitique, notre situation actuelle est meilleure que jamais. Donc j'apprécie beaucoup ce que vous dites, et je suis d'accord. Ça a été un succès incroyable. Ce que je veux faire et ce que je veux comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gros titres qui disent que c'est une nouvelle forme de guerre à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il s'agit de drones quadricoptères, du genre que votre enfant peut littéralement acheter dans un magasin en Amérique, un drone quadricoptère DJI. Il y a une grenade dessus et l'appareil est relié par un câble à fibre optique pouvant atteindre 9 km. Avant que nous entrions dans les détails techniques du drone et d'autres choses, pensez-vous qu'un ordre est venu d'Iran à destination du Hezbollah en ce moment? Intensifiez vos efforts contre Israël. Nous devons détourner l'attention du monde vers votre région afin que leurs yeux ne soient pas tournés vers nous. Au début de l'opération Epic Fury, Chagat Arieh, la réponse est oui. Israël ne voulait pas que le Hezbollah se joigne. Dès qu'ils se sont joints, Israël a tout fait pour les détruire. Cela n'a plus d'importance. Le Hezbollah se bat pour sa survie. Les messages venant d'Iran sont sans importance. Ils n'ont pas d'autre alternative parce que Tsahal n'abandonne pas maintenant. Nous finirons avec le Hezbollah jusqu'au bout.
On ne peut pas faire capituler 50 000 soldats chiites, peut-être moins, environ 40 000 dans la vallée de la Bekaa. Nous détruisons leur infrastructure. Rien que la nuit dernière, nous avons mené une centaine de frappes aériennes dans la vallée de la Bekaa, qui était depuis des décennies le quartier général, une zone sécurisée, une zone sûre pour le Hezbollah, afin de renforcer ses forces. Expliquez où cela se trouve sur la carte. Donc si vous prenez la carte du Liban, c'est comme Malbine. C'est un rectangle. C'est un rectangle. La partie nord-est est la vallée de la Bekaa, qui est défendue par des montagnes, les montagnes du Chouf et les montagnes libanaises, et l'Hermon au sud. C'est un endroit isolé sans véritable front venant d'Israël. Elle borde la Syrie dans une certaine mesure. La Syrie à l'est et au nord. Oui, cela concerne Israël géographiquement. L'armée de l'air de Tsahal attaque systématiquement là-bas et détruit l'infrastructure. Il y a aujourd'hui 800 000 réfugiés à l'intérieur du Liban, des réfugiés chiites qui sont au Liban, ce qui met beaucoup de pression sur la population chiite pour s'adapter, car ils voient leurs maisons détruites dans le sud du Liban. Ils voient les bâtiments de la Dahiyeh détruits. La nuit dernière, Tsahal a frappé la Dahiyeh. Ils sont terrorisés à l'idée que Tsahal attaque comme au début. Israël, pour la première fois depuis des décennies, a l'avantage à l'intérieur du Liban. Si nous décidons stratégiquement de finir la partie, de finir la guerre et de détruire le de détruire le Hezbollah, pas le Liban, afin de permettre au pays libanais d'avancer. Voilà pourquoi nous négocions aujourd'hui avec le Liban pour conclure des accords de paix avec eux. Désormais, le Liban s'oppose au Hezbollah. Khassara, nous éliminons le Hezbollah. Le cancer, c'est le Hezbollah. Et le corps, c'est le Liban. C'est bien le Liban? Nous essayons de négocier avec eux pour un accord de paix en les aidant à détruire ce cancer qu'ils ont. D'un point de vue stratégique, je ne vois pas de véritable accord de paix entre Israël et le Liban, car si nous frappons fortement le Hezbollah, cela provoquera une guerre civile au Liban, un État en faillite et sans ressources. Les gens quittent le pays autant que possible. Le Hezbollah vient de demander « J'ai vu qu'ils ont annoncé il y a 3 jours le début de la guerre civile et appelé tous les chiites à prendre le contrôle du pays. Pourquoi font-ils pression pour cela en ce moment ?» Donc la question de l'alternative est l'alternative à la destruction. Si les sunnites et les maronites contrôlent le pays, les chiites craindront qu'on se venge d'eux pour avoir détruit le pays ces dernières années. Donc ils se trouvent dans une position compliquée uniquement grâce à Israël et à notre volonté de mener cette guerre au Liban. Maintenant, c'est bien, il y a un potentiel ici pour apporter la paix au Liban. Je suis sceptique. Pourquoi? Je veux dire, il semblerait que si on retire le Hezbollah de l'équation, du moins tel que c'est présenté dans les établissements occidentaux normalisés et même en Israël, le problème du Liban, c'est le Hezbollah. Si Israël retire le Hezbollah de l'équation, est-ce que cela laisse un Liban qui aime Israël et veut négocier? Donc le problème, ce n'est pas le Hezbollah. Le Hezbollah est la force militaire de la population chiite et 35% des Libanais sont chiites. Ce sont des djihadistes musulmans, c'est une question culturelle. Vous savez, la population de Gaza, le problème, ce n'est pas le Hamas. Le problème, c'est la population de Gaza. 80% soutiennent le meurtre et le viol de bébés. Donc, il s'agit évidemment de bébés juifs. Donc, le problème, c'est que nous avons tendance à considérer la force militaire, la force politique, comme l'ennemi. C'est une fausse prémisse occidentale. Le problème, c'est la culture. Le problème, ce sont des religions spécifiques qui, par définition, veulent détruire leurs ennemis. Et nous sommes Koufa. Nous sommes des hérétiques, des hérétiques. Hérétique, hérétique, aux yeux de l'islam. Koufa, d'ailleurs, Est lié à Koufar, c'est comme, c'est Kofar. Et la bataille interne entre les sunnites et les chiites, c'est une lutte de pouvoir entre eux. Donc ça finira par arriver. Ils ont une histoire de guerre civile à l'intérieur du Liban. Maintenant, le véritable contexte, c'est à cause du mandat français de 1917, pas vraiment un mandat, mais quelque chose comme ça. Sykes-Picot. Donc, après les accords Sykes-Picot, ils ont pris le contrôle et la constitution qu'ils ont imposée, ou disons imposée au Liban, était basée sur la structure démographique tribale depuis cette époque. Cela n'a plus de sens aujourd'hui. Les chiites sont sous-représentés par rapport à leur population, ce qui crée de nombreux problèmes au Liban. Malheureusement, je ne vois pas de solution à court terme. Alors, où cela nous mène-t-il? Cela veut dire que nous combattons le Hezbollah, et vous soulignez très justement que le Hezbollah est le prolongement idéologique de nombreux chiites vivant au Liban. Donc même si le Hezbollah disparaît, il reste une grande population chiite. Cela entraînera très probablement une guerre civile entre les sunnites, les maronites et les chiites. Où cela laisse-t-il Israël à long terme?
Décrivez-moi la situation dans 5, 10, 15 ans. Donc tout d'abord, Israël doit avoir une véritable frontière pour se défendre. Depuis le début de la guerre, voire avant avec nos étudiants, j'ai affirmé que le fleuve Litanie constitue la frontière nord d'Israël. C'est une barrière contre d'autres pays ou toute autre force militaire au nord d'Israël. Expliquez pourquoi et à quelle distance il se trouve. C'est à 20 kilomètres au nord de la frontière israélienne. Les FDI occupent désormais sa partie est. C'est, disons, environ 300 mètres de haut dans ces parties orientales, comme une vallée qui sert de barrière. C'est une barrière géographique contre une invasion de troupes. Aujourd'hui, la frontière est indéfendable géographiquement. C'est une frontière nette entre Israël et le Liban. Maintenant, les missiles longue portée, je pense qu'Israël a compris la leçon. Nous ne pouvons pas permettre à une force militaire de représenter une menace militaire contre Israël, surtout pas avec des missiles longue portée qui, j'espère, ne seront pas construits dans les prochaines années. La vraie menace, en fait, c'est ce que les gens ignorent, la Syrie et la Turquie. Donc, quand l'Iran s'effondrera, ce qui est déjà en train de se produire financièrement, leur domination au Moyen-Orient s'affaiblit. Cela ouvre la porte à l'émergence de forces alternatives. La Turquie s'impose maintenant comme une force antisémite forte. Pays. Encore une fois, la religion, les frères musulmans, qui sont l'ennemi numéro un. Si vous y pensez, la guerre entre la Russie et l'Ukraine finira bien par se terminer d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui s'est passé, c'est que la Russie et l'Ukraine ont une industrie militaire gigantesque qui aurait besoin de vendre ses produits à certaines personnes. Et imaginez une armée syrienne construite avec l'industrie militaire russe, achetée par la Turquie et contrôlée par la Turquie à la frontière nord d'Israël. Donc, vous verrez des choses très étranges se produire à la frontière nord d'Israël. À long terme, en Israël, nous devons disposer d'une armée forte, capable de se défendre et de manœuvrer avec des forces terrestres, dotées d'un renseignement et d'une force aérienne sophistiquée. Mais nous avons besoin de la géographie pour nous défendre. C'est pourquoi nous avons le mont Hermon. C'est pourquoi nous avons besoin du fleuve Litanie. C'est pourquoi nous avons une zone tampon à l'intérieur de la Syrie. Nous ne pouvons pas tolérer une frontière qui ne nous donne pas un avantage géographique sur nos ennemis. Je souhaite évoquer la présence sur le terrain. Vous avez passé plus de temps au Liban. Aussi, avec votre compréhension stratégique, nous avons eu vos conférences sur le Liban, auxquelles j'ai assisté à partir du 7 octobre et même avant, qui étaient vraiment, je pense, prédictives à bien des égards. Vous avez été la première à dire qu'Israël devrait avancer sa frontière nord jusqu'au Litanie. Il semble désormais que cela soit accepté de facto, même si ce n'est pas de jure et sans l'annoncer, c'est là que la frontière doit être. Vous avez été sur le terrain, vous connaissez la région. Je suis monté là-haut avec vous jusqu'à Lermont. Israël a détruit 90% des armes à longue portée du Hezbollah. Heureusement, les immeubles ne se sont pas effondrés partout à Tel Aviv. Il semble choquant qu'ils soient maintenant revenus en arrière, et je comprends que les chiffres ne sont pas colossaux, mais ils sont maintenant revenus à un petit appareil avec un câble à fibre optique qui semble être imparable. Pouvez-vous expliquer comment cela fonctionne, pourquoi c'est efficace au Liban? Et ensuite, je veux comprendre ce qui est fait pour l'arrêter, parce qu'on raconte que les soldats israéliens demandent aux pêcheurs libanais des filets de pêche pour essayer de les arrêter. Oui, alors imaginez passer des épées et des flèches au fusil. Donc, une flèche, vous pouvez la tirer à 10, 15, 30 mètres, à longue portée, jusqu'à 150 mètres. Super. Un fusil actuel atteint 500 à 900 mètres et les tireurs d'élite vont encore plus loin. C'est une différence tactique qui redéfinit le champ de bataille, mais ce n'est pas une menace stratégique. Vous ne pouvez pas gagner une manœuvre terrestre avec des drones. Oui, cela ralentit les FDI parce que nous sommes habitués à une certaine forme de domination sur le champ de bataille où l'état d'esprit est « je vois l'ennemi, il me voit, nous sommes face à face ». Mais maintenant, avec les drones, je ne regarde plus seulement dans un monde bidimensionnel, je dois regarder dans un monde tridimensionnel. Maintenant, nous sommes dans une période très courte où ces drones à fibre optique ont, disons, l'avantage supérieur, l'avantage tactique sur le défenseur. En 6 à 12 mois, les FDI trouveront une solution tactique à ce problème, ce qui est déjà en cours. Pas une solution défensive, mais une solution active, pas une barrière passive qui aide déjà, mais un système de défense actif avec des lasers, avec des drones, tellement de solutions technologiques.
Dans l'histoire de la technologie militaire, il y a toujours eu un déséquilibre. Durant la Seconde Guerre mondiale, aucune défense n'existait. Les chars étaient très bien défendus sur le plan tactique, blindés contre les tirs de canon, mais ils n'étaient pas protégés contre autre chose. Et il y a toujours un déséquilibre. Ainsi, le nombre de victimes provenait du manque de boucliers protecteurs ou de dômes de fer pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous sommes dans un déséquilibre différent. C'est à nouveau un déséquilibre tactique. Il est exagéré. En réalité, cela reflète toute l'autre stratégie. Si vous manœuvrez avec des troupes à l'intérieur du Liban, le nombre de victimes que prévoient les FDI se situe entre 500 et 1500. Les chiffres sont totalement différents. Nous occupons maintenant le sud du Liban, nous manœuvrons à l'intérieur et nous prenons le contrôle du territoire avec moins de 10 victimes. Je ne sous-estime aucun des deux. C'est une menace tactique, pas stratégique. Nous trouverons une solution. D'accord, j'apprécie que vous mettiez cela en perspective. Je veux me concentrer maintenant sur les frappes israéliennes que nous menons, heureusement, de façon plus intensive ces derniers jours. Avant de parler des gros titres internationaux, qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire, il semble que nous ayons franchi un certain seuil. Le Premier ministre s'est exprimé fermement, affirmant que nous nous battrons jusqu'au bout, ce qui donne beaucoup d'espoir aux gens, au ministre de la Défense et au chef d'état-major. Nous avons maintenant émis des avis d'évacuation dans la vallée de la Bekaa, dans d'autres régions, dans la ville de Matjgara, que vous avez probablement déjà visité, demandant aux habitants d'évacuer la ville. Qu'est-ce qui a changé ces derniers jours? Donc, il faut se rappeler que nous sommes en période de cessez-le-feu. Les gens oublient, mais nous sommes actuellement sous une prolongation de cessez-le-feu de 45 jours entre Israël et Hezbollah, ce qui est comme un nouveau discours de 2026. C'est un cessez-le-feu, pourtant les tirs continuent. Oui, en fait, il y a quotidiennement, disons, des affrontements militaires intenses entre les membres du Hezbollah et les FDI. Maintenant, les FDI sont limités. Elles ne manœuvrent pas comme souhaité à cause du cessez-le-feu, mais nous restons offensifs pour empêcher le Hezbollah d'attaquer et menons des attaques tactiques. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est que le Hezbollah a commencé à attaquer les villes à l'intérieur d'Israël, envoyant des drones vers le sud. Donc maintenant, les FDI ont dit « Stop, nous allons riposter à cela, répondre à cela ». C'est un jeu. Il y a deux niveaux en jeu. Il y a le niveau stratégique et diplomatique et il y a le niveau tactique au niveau du soldat, du bataillon ou de la brigade. Ce que fait aujourd'hui Tsahal, c'est nettoyer tout ce qu'elle contrôle actuellement. Et comme toutes les villes que nous contrôlons aujourd'hui, nous les nettoyons. Nettoyer, c'est aller maison par maison, détruire tout ce qui doit être détruit, trouver des munitions, passer par les zones ouvertes où ils ont des tunnels et comme ils ont comme. À l'intérieur des buissons et dans les montagnes, ils ont des grottes cachées où ils circulent et qu'ils ont construites pour eux-mêmes, comme des villes souterraines dans la région. Tsahal nettoie cela, profitant du temps dont elle dispose actuellement. Mais Tsahal comprend qu'elle restera dans le sud du Liban et qu'elle avance systématiquement vers le nord. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est qu'ils ont informé les villes autour de Tyr, qui se trouve dans la partie nord-ouest du sud du Liban, là où le fleuve Litani se jette dans la mer et rencontre la Méditerranée. Bibliquement, c'est l'un des ports les plus anciens du monde, d'où vient Hiram de Tyr. Tyr, exactement. Ils ont donc déjà annoncé il y a quelques jours que les villes autour de Tyr devaient être évacuées et ils ont commencé à y mener des frappes. Cela signifie qu'ils préparent le déplacement de l'armée israélienne depuis Ras Bayada, qui se trouve au sud de là, vers le nord, en direction de Tyr. Je pense que l'armée israélienne contrôlera Tyr dans 2 ou 3 mois. Écoutez, il me semble que l'Iran est certainement intéressé à enflammer le Liban en ce moment. L'Iran est engagé dans une conversation, une négociation avec les États-Unis et il répète sans cesse qu'il veut que le Liban fasse partie de l'accord avec les États-Unis. Il veut les associer. Israël, selon les informations, essaie de les dissocier de cela et, vous savez, dit au président Trump que c'est impossible. Il semble que le président Trump comprenne, espérons-le, qu'Israël ne peut pas rester dans le statu quo avec l'Iran à sa frontière nord, qui exerce beaucoup de pression et le répète sans cesse. Et il me semble qu'ils espèrent qu'au final, les États-Unis diront que ce sera le point de rupture dans les négociations. Et ensuite, ils pourront alors accuser Israël d'avoir torpillé les négociations. Quel est votre avis là-dessus? Alors tout d'abord, parlons des négociations avec l'Iran.
J'entends beaucoup de discussions de Ted Cruz à presque tous les commentateurs sur Fox News, CNN, en Israël, Abed et partout, disant que Trump est en train de perdre pied et qu'il cède lors des négociations. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que Trump gère une négociation compliquée. Et il a un tweet, je crois, de 2020, quelque chose comme ça, disant que l'Iran n'a jamais gagné une guerre et n'a jamais perdu une négociation. Et les Iraniens, leur objectif stratégique est de survivre. Et comme nous en avons discuté dans l'un de nos podcasts, il est très difficile d'avoir un changement de régime dans un pays comme l'Iran, qui est structuré avec un régime fort depuis 40 ans, contrôlant très brutalement sa population. Je pense que Trump négocie et voit les choses plus largement que nous. Et tu devrais lire L'art de la négociation, où il explique comment il conçoit la négociation. Le fait qu'il ait exigé du Qatar et de l'Arabie saoudite qu'ils rejoignent les accords d'Abraham, c'est encore une autre manœuvre dans le cadre des négociations. La question quand tu négocies, c'est est-ce que le temps joue en ta faveur ou en faveur de l'autre partie? Pendant une courte période, le temps était du côté de l'Iran. Le temps joue pour l'Amérique, qui a réglé le problème avec la Chine. Les élections de mi-mandat approchent. Ce qui se passe en Iran compte peu pour ces élections, sauf pour le prix de l'essence. Et finalement, la nécessité pour lui d'être victorieux d'un côté. Et la seule question là-bas, c'est le détroit d'Ormuz. C'est la question numéro 1. Je pense que le Liban est un figurant et c'est un autre des points à l'ordre du jour, mais ce n'est pas un point central. Maintenant, est-ce que les Iraniens veulent continuer la négociation? La réponse est certainement oui. Maintenant, Pourquoi? Si nous les étranglons économiquement, alors pourquoi sont-ils intéressés? Il semblerait qu'au fil des jours ou des semaines, ils deviennent plus faibles. car la question est, deux menaces pèsent désormais sur le régime iranien, une interne et une externe. Quand vous mettez réellement votre menace extérieure à exécution, comme nous l'avons fait avec l'Amérique. Nous avons largué des dizaines de milliers de tonnes de munitions sur tout ce qui était important en Iran. Ils n'ont plus rien, mais le problème est qu'ils n'ont rien à perdre. Donc, il n'y a pas de véritable menace contre l'Iran aujourd'hui, à part une seule menace, la destruction des infrastructures civiles. L'eau, le dessalement, l'électricité, l'énergie, les trains, tout ce qui est civil et qui ramènerait l'Iran à l'âge de pierre, qu'ils n'auraient pas la capacité financière de reconstruire. Cela permettra finalement à la population de se soulever contre eux. Le plan initial était que l'Amérique et Israël mènent une frappe aérienne, une opération militaire, puis que la population se soulève pour prendre le contrôle du gouvernement. Ce qui s'est passé, c'est un problème de timing. Le soulèvement de la population a commencé avant l'opération militaire. Donc, cela a changé la donne ici. Et puis, lors de ces manifestations en janvier 2026, ils ont perdu toute la direction. 40 000 personnes ont été tuées, 40 000 blessés, 40 000. Nous supposons que ces chiffres sont corrects. Ils ont perdu leurs dirigeants. Il n'y a pas de vraie menace interne. Donc, l'opération cinétique s'est terminée sans qu'aucune force diplomatique ne vienne se joindre de l'intérieur. Donc, Trump a essayé ces dernières semaines de provoquer une frappe interne, que les Kurdes viennent et il en a parlé, mais cela ne s'est jamais produit parce que le régime est fort et brutal. Il s'en fiche complètement. Internet est coupé. Nous n'avons pas de véritables informations sur ce qui se passe à l'intérieur et ils en sont terrifiés. La stratégie de Trump est désormais de détruire toutes les infrastructures, ce à quoi Tsahal et l'armée américaine sont prêts. Donc, ils perdront le régime parce qu'ils n'ont rien et que les gens vont protester et se révolter contre lui. Puis s'emparer par la force du détroit d'Ormuz. La faiblesse de cette menace, et les Iraniens le savent, c'est que Trump ne veut pas être Bush. Cela signifie qu'il ne veut pas avoir de troupes au sol. Je crois qu'il devra finalement y aller et déployer des troupes au sol, au moins sur le port nord du détroit d'Ormuz, peut-être sur l'île de Karag. Mais c'est tout. Et il ne s'agit pas d'entrer en Iran pour prendre le contrôle de la population ou contrôler quoi que ce soit de ce genre. C'est compliqué. Il y a une forte population dans cette région. Mais il y a eu une attaque la nuit dernière contre laquelle ils se sont défendus face à des unités de la marine iranienne qui attaquaient. C'est exact. Il faut préciser que les États-Unis ont ciblé des sites de missiles et des bateaux poseurs de mines iraniens. Donc ce n'est pas une impasse pour l'instant, c'est un blocage tactique temporaire pour essayer d'épuiser la voie diplomatique. Mais Donald Trump joue un jeu.
Encore une fois, en lisant L'art de la négociation, on voit qu'il s'agit toujours de jouer entre l'utilisation de la force et le fait d'être gentil et diplomate, et il a transposé cela dans le domaine militaire. Il y a toujours l'opération militaire, la guerre classique, l'opération militaire, puis on revient à la diplomatie, et on utilise les deux aspects. Mais à un moment donné, cela doit aboutir à une décision. Quand voyez-vous arriver le point de bascule et à quoi cela ressemblera-t-il dans cette guerre? On ne peut suivre une voie diplomatique et brandir la menace de la force militaire que pendant un certain temps. Sinon, cela se transforme en guerre d'usure. Alors, quel est le point de bascule? Je pense que, si je comprends bien comment Trump réfléchit, ce sera au moment le plus inattendu. Au moment le plus inattendu. De façon. Donc, je pense que pendant une négociation, il lancera une opération en essayant de penser comme il pense, disons, d'une manière très surprenante, de façon non systématique. C'est comme la scène du parrain où il devient le parrain et élimine tous ses ennemis. Alors, ce serait quoi? Le 4 juillet? Pense au Venezuela. Peut-être. Peut-être quelque chose comme ça, mais cela comporte un risque. Il y a un risque. Une semaine plus tard, tous s'y attendaient après la réunion avec Xi Jinping. Mais souvenez-vous, Trump ne regarde pas l'Iran. Trump regarde le monde dans son ensemble. Maintenant, il faut reconnaître le mérite de Trump. Trump a attaqué l'Iran. C'est comme si les États-Unis et le Royaume-Uni attaquaient Hitler en 1936. Il n'y a aucune incitation politique. Personne ne comprend les conséquences de ne pas attaquer l'Iran et d'avoir, comme avec Hitler, un régime en Iran doté d'armes nucléaires. C'est la chose la plus impopulaire à faire, la décision la plus impopulaire qu'un président puisse prendre. C'est la bonne décision, cela contredit tous ses opposants en Amérique et en Israël qui critiquent sa personnalité en disant qu'il essaie simplement d'apaiser le peuple. Au contraire, Trump a pris une décision courageuse. Et on ne prend pas ce genre de décision courageuse sans avoir un véritable plan, sans comprendre les conséquences et les risques. Je pense vraiment que Trump avait planifié cela pendant les 4 dernières années ou au début du mandat de Biden. Il était prêt. Il a simulé tous les scénarios possibles. Il comprend les menaces. Il comprend les capacités et la patience. Mike Durant a publié quelque chose de très, très intéressant aujourd'hui où il a parlé des éléments clés pour que Trump réussisse en ce moment. Et il a évoqué 3 choses majeures. La première, c'est que le président, selon l'heure à laquelle on regarde Truth Social, dit que selon un accord, certaines concessions seraient accordées, des concessions financières, certaines concessions financières. Et Mike Durant dit que cela doit être donné comme une contrepartie pour des actions très, très définies de la part de l'Iran. C'est la première. L'exclusion totale de tous les groupes affiliés à l'Iran, des groupes affiliés des négociations afin qu'ils ne puissent plus agir à travers eux. Et bien sûr, vous savez, la question nucléaire. Ma question pour vous est la suivante. S'il y a un accord en ce moment, ce qui est possible, un accord pour les 30 à 60 prochains jours, et qu'il y a un déblocage de fonds, que doit concrètement apporter l'Iran pour prouver son sérieux et ne pas simplement profiter de l'occasion pour se reconstruire? 2 choses que Trump attend de l'Iran. Ouvrir le détroit d'Ormuz et éliminer tout composant nucléaire ou tout matériau nucléaire hautement enrichi qu'il possède. Voici les 2 points clés auxquels Trump ne renoncera jamais. Le reste n'a pas d'importance. Je pense qu'aux yeux de Trump, le reste n'a pas d'importance. Le régime peut rester. Il a changé dans ses tweets, passant de l'Iran au régime islamique d'Iran ou à la République d'Iran. Ils vont rester là-bas. Ils sont là pour rester. Mais le manque d'eau avant la guerre, le manque d'électricité avant la guerre, les problèmes économiques à l'intérieur de l'Iran. Ils ont détruit des dizaines de zones industrielles qui faisaient partie du programme militaire et nucléaire, ce qui a entraîné la perte de dizaines de milliers d'emplois. C'est un État failli qui finira par s'effondrer. C'est ça l'objectif de l'accord de Trump, les affaiblir autant que possible. Ces concessions sont très insignifiantes. Maintenant, si le but était d'avoir une photo de Khamenei avec un drapeau blanc, ça n'arrivera jamais. Si le rêve est de voir à Gaza les dirigeants encore en vie brandir un drapeau blanc, cela n'arrivera jamais. Cela n'arrivera pas non plus au Liban. Les 2 points cruciaux sont de retirer les matières nucléaires et d'ouvrir le détroit d'Ormuz en éliminant même la possibilité de le fermer. C'est ce que Trump veut.
Deuxièmement, il obtiendra cela par une négociation. Peu importe ce qu'ils obtiennent, ils seront pour la plupart incapables de se reconstruire et il y aura finalement des protestations internes. Penses-tu qu'Israël devrait s'en satisfaire? Ouais, je pense que du point de vue israélien, l'opération contre l'Iran en juin et Epic Fury était le meilleur scénario qu'Israël puisse imaginer pour une guerre avec l'Iran. Maintenant, revenons au 6 octobre 2023. Si vous imaginez qu'Israël lance une attaque préventive contre l'Iran, détruisant toutes ses installations nucléaires en moins de 12 jours, avec zéro perte du côté israélien, avec seulement quelques roquettes ou missiles balistiques tirés sur Israël, causant un petit nombre de victimes. Par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est au-delà de tout ce que l'on pourrait rêver. Nous devons comprendre que ce sont des faits. Notre succès fait que les gens attendent davantage. Et encore une fois, ils réagissent ainsi. Pris l'habitude du succès. Exactement. C'est ça le problème. C'était le plus grand succès. Du point de vue israélien, la guerre peut maintenant cesser. Ce n'est plus une guerre israélienne, mais entre Américains, Iraniens et Chinois. Il faut ouvrir le détroit d'Ormuz pour permettre la gestion des prix internationaux du pétrole à court terme pour Trump. C'est tout. Israël est hors jeu. Maintenant, nous allons aider l'Amérique à attaquer l'Iran si nécessaire. Mais c'est une guerre américaine maintenant. Pensez-vous qu'aux États-Unis, on reconnaît qu'Israël est en quelque sorte un bouclier à l'Est pour les États-Unis, empêchant certaines menaces d'atteindre les côtes américaines? Est-ce que cela est reconnu selon vous ou connu aux États-Unis? Cela dépend où aux États-Unis. Les personnes informées dans l'armée, au Pentagone, au gouvernement, savent cela sans aucun doute. La population est en grande partie ignorante sur la plupart des questions géopolitiques. Les Américains ne se soucient pas de la géopolitique. Ils ont deux océans de chaque côté et ils sont moins impliqués là-dedans. Comme on disait, c'est l'économie, idiot, non? Maintenant, présenter Israël comme un défenseur important en première ligne pour défendre l'Amérique, je pense que c'est une autre fausse prémisse. Israël se défend lui-même. Israël doit être un allié fiable, exactement comme Donald Trump l'exprime dans son document stratégique qu'il a publié. Israël est un allié contre les menaces pour le monde entier. Et l'Amérique, en tant que, disons, l'empire qui dirige le monde et qui s'oppose à l'empire alternatif, la Chine, et qui défend les routes commerciales. Et en essayant de travailler avec tous ses alliés, elle a ses exigences, mais elle ne cherche plus des clients, mais des alliés. Et Israël est le meilleur allié que l'Amérique puisse avoir. Je pense que Hegseth et Rubio en parlent très ouvertement. Je pense même que Trump le dit clairement. Les pilotes de l'armée de l'air et les généraux qui dirigent cette opération affirment que c'est bien plus. Selon eux, c'est la meilleure armée de l'air et la meilleure armée qu'ils aient jamais vue. Nous pouvons apprendre tellement de leur expérience, de leurs connaissances et de leurs capacités. Si vous connaissez un peu les détails, les FDI ont largement dépassé toutes les attentes lors de l'opération. Les FDI n'ont pas perdu un avion, je parle d'un avion piloté. Nous en avons perdu quelques-uns sans pilote. L'Amérique a perdu 7 avions en vol et plusieurs autres au sol, stratégiquement. Encore une fois, ce n'est rien comparé au potentiel, mais nous aurions pu en perdre la plupart à cause d'accidents, d'ailleurs. Mais Israël a vraiment surpassé toutes les attentes. Cela replace Israël en position stratégique. Tout acteur souhaitant faire la guerre devra compter sur l'expérience, le savoir-faire et l'industrie militaire d'Israël. Donc, ce que pensent les gens dans la rue, malheureusement, ils ne sont pas informés. Mais les gens au Pentagone et ceux qui prennent les décisions, peu importe le gouvernement que vous aurez, si ce n'est pas un gouvernement progressiste et extrême en Amérique, il devra être aligné avec Israël. Le premier ministre a déclaré qu'il voulait réduire l'aide financière accordée à Israël. Cela a été annoncé très publiquement pour les 10 prochaines années. Le mémorandum d'entente apporte actuellement plus de 3 milliards de dollars à Israël en aide militaire, qui est ensuite dépensée aux États-Unis dans les industries américaines. Et les États-Unis en tirent beaucoup de bénéfices, car la fabrication est ensuite réalisée aux États-Unis. À mesure que cela diminue sur la même période, que signifie-t-on lorsque l'on dit que le partenariat va augmenter, c'est-à-dire que nous voulons être moins dépendants et davantage partenaires? À quoi cela ressemble-t-il? Tout d'abord, des bases militaires seront ouvertes en Israël. Des bases américaines, oui. L'armée américaine est présente dans le monde entier, de la Corée du Sud à l'Allemagne, du Japon à l'Italie et jusqu'en Turquie.
Le seul endroit où l'Amérique n'a pas de base militaire, c'est en Israël. Pourquoi cela? Souviens-toi, la relation entre Israël et l'Amérique n'était pas comme aujourd'hui. Maintenant, installer une base militaire dans un pays a un double aspect parce qu'un pays dont tu veux t'assurer qu'il est de ton côté, tu y mets une base militaire. Qatar, Turquie, Émirats, Arabie saoudite. Ce n'est pas un lieu où tu te sens en sécurité. L'Amérique fait assez confiance à Israël pour ne pas y installer de base militaire et préfère négocier avec d'autres pays. Mais le fait qu'elle ne puisse pas faire confiance à l'armée saoudienne ni aux défenses des Émirats ou du Qatar, alors le seul refuge sûr au Moyen-Orient, c'est Israël. Elle préfère désormais déplacer ses bases militaires pour avoir son grand porte-avions en Israël. Est-ce que c'est en cours? Je n'ai pas les détails, mais je le crois. Si vous atterrissez en Israël aujourd'hui, vous pouvez voir par le hublot de l'avion, je crois qu'il y a entre 25 et 35 avions-citernes stationnés à l'aéroport Ben Gourion d'Israël, et ils vont rester là pendant au moins quelques mois. Israël est un refuge sûr. La défense, nous pouvons défendre nos alliés à l'intérieur d'Israël, ce que les autres pays du Moyen-Orient ne parviennent pas à faire. Mais parlons du protocole d'accord. Le seul domaine, c'est que nous fournissons des espaces américains ici, Oui, dans le cadre d'un partenariat. mais c'est plus profond que ça. Israël a démontré des capacités de renseignement, des stratégies sophistiquées et des capacités de l'armée de l'air d'une manière que l'Amérique n'avait pas imaginée. Même si vous comprenez la technologie, notre F-35 israélien est un tout autre niveau que l'américain. Nous piratons les systèmes. C'est comme si ce qu'Israël a fait sur le plan technologique et du renseignement est bien meilleur que ce que l'Amérique pourrait jamais faire, malgré le fait que l'Amérique dispose de meilleurs composants. Notre capacité à utiliser et à exploiter efficacement ces choses en Israël est supérieure. Donc, l'Amérique utilisera Israël comme un allié au lieu d'être un client prudent dont on profite quand on peut et qu'on met de côté quand on n'en a plus besoin. Le partenariat deviendra celui d'un allié avec qui nous ferons bien plus qu'actuellement, et diplomatiquement, c'est bien plus que cela. Être un allié signifie que vous travaillez ensemble de manière stratégique, comme nous l'avons fait en Iran. Nous menons des guerres ensemble. Israël ne l'a jamais fait et l'Amérique n'a jamais vu Israël comme partenaire de guerre. En fait, en 1991, lorsqu'Israël a été attaqué par l'Irak pendant l'opération Tempête du désert, ils nous ont dit de ne pas rejoindre l'opération afin d'éviter l'effondrement de la coalition avec les pays arabes. En Afghanistan, ils ont pris leurs alliés du Royaume-Uni et de l'Australie pour combattre avec eux. Ils n'ont pas pris Israël. Israël n'en a jamais fait partie. Aujourd'hui, on s'attendrait beaucoup plus à ce que nous fassions partie de ce que nous faisons. Je pense que l'industrie militaire israélienne jouera un rôle bien plus important, mais il y a aussi l'instabilité de la politique américaine. Si je devais citer d'une certaine manière des hauts responsables en Israël, ce serait achetez tout ce que vous pouvez aujourd'hui aux États-Unis, car après le départ de Trump, nous ne savons pas ce que nous pourrons acheter. Il ne s'agit même pas seulement de ne plus recevoir d'argent des États-Unis, ce qui cessera forcément. Nous ne pourrons pas faire confiance aux États-Unis pour nous vendre des biens, des armes ou des munitions en cas de guerre. Imaginez qu'Israël soit en guerre avec l'Égypte dans 10 ou 15 ans, ce que je pense probable. Une guerre avec l'Égypte, car les frères musulmans gagnent en influence et les problèmes internes les poussent à agir. Ils forment une armée pour attaquer Israël. Et un président à la manière d'AOC aux États-Unis. Si nous le faisons, ils verrouilleront les F-35 à distance pour que nous ne puissions pas les utiliser afin d'empêcher les absurdités, les bêtises progressistes dont Israël est accusé. Peuvent-ils faire ça? Pas avec les appareils israéliens. D'accord. Oui, d'accord. C'est de notoriété publique. Je ne dis rien de nouveau, mais si tu te penches sur ces questions, oui, ça fait partie du problème du F-35. Donc Israël va commencer à construire ses propres plateformes aériennes, ses propres entreprises de munitions, ses usines. Nous devrons le faire. Nous devons trouver des alliés alternatifs. Je pense à la relation entre Israël et l'Inde, au fait que Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, était ici le jour de l'attaque. Et je pense qu'il a été informé de cette attaque. Il était au courant, et malgré cela, il a décidé de venir. C'est, disons, une acceptation du côté de l'histoire que l'Inde choisit d'adopter. Je pense que dans les 10 à 15 prochaines années, l'Inde deviendra un partenaire stratégique d'Israël, bien plus qu'aujourd'hui. Je viens de finir un appel Zoom avec une université indienne pour établir une relation entre les peuples de l'Inde et d'Israël, car nous avons déjà de bonnes relations entre gouvernements. De pair à pair?
De personne à personne, oui. Nous avons une bonne relation de gouvernement à gouvernement. Nous avons des relations d'affaires entre entreprises assez médiocres, mais il n'y a pas vraiment d'engagement entre les peuples des deux pays, ce que nous devrions développer autant que possible. C'est une partie de la question que nous posons aujourd'hui à Chirou. Nous avons nos boursiers en sécurité nationale. dont je suis diplômé. Oui. Heureusement, grâce à vous. Donc, la question que nous posons, nous sommes fiers de vous compter parmi eux, mais la question que nous posons est qui seront les alliés d'Israël dans 15 ans? Sur qui pouvez-vous compter comme véritable allié d'Israël? Et disons le nouveau Occident, parce que l'Europe, c'est fini. Disons que la blague qu'on raconte à Chiot, c'est que le Royaume-Uni sera le prochain pays à rejoindre les accords d'Abraham. Peut-être la France avant, mais ça dépend. Je vais laisser notre public. Je vais laisser notre public réfléchir à celle-là. Oui, alors qui le sera et quels sont les critères, disons, pour qu'un pays fasse partie de cette alliance? Et je pense que nous essayons de formuler cela. Donc, nous avons comme 4 critères. Nous sommes encore en train de travailler sur ces questions, mais il faut qu'un pays ait une trajectoire positive de natalité, parce qu'un pays qui s'effondre démographiquement n'est pas un pays sur lequel on peut compter ou faire confiance. Un pays qui n'a pas une majorité de population musulmane, ni même une grande minorité, c'est un pays qui comprend la menace des frères musulmans. Le Japon, Singapour et d'autres pays solides sont donc de bons candidats dans ce cas. On pourrait faire un podcast à 3 avec la personne en Inde à qui tu parles pour avoir son analyse de la question sous l'angle de la sécurité nationale. C'est possible? Oui, je pense que c'est possible. Je crois que je peux. Parlons-en avec un... Et Rudd cherche à développer cette relation avec l'Inde. D'abord, il s'agit d'apprendre et de former les intellectuels sur le plan intellectuel. Intellectuellement, qu'avez-vous fait à cet égard? Nous avons donc commencé à contacter certaines universités et groupes de réflexion en Inde pour commencer à établir ces relations. Je pars bientôt en Inde avec quelques Indiens. Nous construisons quelque chose et organisons une conférence. Nous cherchons à bâtir une relation plus profonde à l'avenir, non pas avec le gouvernement actuel, mais avec les futurs gouvernements des deux pays et pas seulement avec l'Inde. Encore une fois, si vous regardez les paramètres, il s'agit donc de comprendre la menace de l'islam. Il s'agit de comprendre au moins la nécessité d'une stabilité démographique. Pour investir, il faut comprendre l'importance de la religion dans votre pays. Les pays laïcs qui ont abandonné Dieu comme l'Europe ont en fait perdu leur justification morale d'avoir un État-nation et ils ont une sorte de culture propre. Donc il faut avoir un État qui est fortement ancré dans son identité morale. C'est ça, le 4e pilier. Avoir la capacité et la justification morale de se défendre. Et c'est ça, le vrai problème du monde aujourd'hui. Il n'y a qu'une poignée de pays qui ont la capacité et la clarté morale de se battre pour leur propre existence, à part les pays djihadistes extrémistes, les musulmans qui veulent occuper et détruire le reste du monde. Il y a une poignée de pays qui peuvent faire cela. Voyons donc ce qui se passe avec le Brésil après les élections, car potentiellement, le Brésil pourrait en faire partie. Voyons ce que Javier Milei fera en Argentine. Il y a quelques pays d'Europe de l'Est, mais au final, la question est de savoir où se situe le monde occidental, qui est attaché à la liberté. Et c'est un autre pilier, un autre critère pour qu'un pays puisse en faire partie. Ce sont les pays attachés à la liberté. Singapour, il faut vérifier. Et le monde va évoluer dans cette direction. Et c'est une très bonne question. Dernière question. Nous parlons d'avoir la clarté morale pour partir en guerre et se défendre, et aussi de la capacité. Vous-même, vous êtes censé retourner en service de réserve, retourner à la guerre. Ce sera votre, je ne sais pas, combien de missions avez-vous effectuées à ce stade? J'ai perdu le compte, mais j'ai déjà fait 400 jours. D'accord, c'est beaucoup. Je veux dire, vraiment, et vous dirigez et gérez l'un des think tanks et centres académiques les plus importants d'Israël. Où êtes-vous censé aller dans le Nord? À quoi pensez-vous que cela ressemblera quand cela arrivera et quelle en sera la réalité selon vous? Donc vers la fin de l'année, je suis censé être rappelé dans le Nord. Où pensez-vous que vous serez quand on vous rappellera dans le Nord? Je ne sais pas exactement où nous allons être positionnés concrètement, mais je vais essayer d'expliquer où va la guerre. Supposons donc qu'il y ait une probabilité que mon unité ou une unité de Tsahal soit en première ligne. Je vois Tsahal manœuvrer, aller toujours plus au nord, contrôler la frontière nord, le fleuve Litanie comme frontière nord d'Israël. Je pense que Tsahal finira par y arriver. Je ne vois pas la guerre s'arrêter. Je ne vois pas Tsahal abandonner et se replier vers la frontière d'origine. Je ne vois pas le Hezbollah abandonner.
L'impasse doit se situer en Israël, où le cessez-le-feu, le vrai cessez-le-feu, pas le nouveau cessez-le-feu de discours, aura lieu lorsqu'Israël se trouvera sur le fleuve Litanie, peut-être même sa partie nord, comme au nord du fleuve Litanie à certains endroits. Détruire et revenir en arrière, mais établir une véritable frontière claire entre Israël et le Liban jusqu'à ce que le Hezbollah décide de se rendre. Amiad, à chaque fois que je parle avec toi, je reprends ton analogie de la paille, celle où l'on regarde à travers une toute petite paille. Je ressens qu'à chaque fois qu'on parle avec toi, parce que moi-même je peux me laisser emporter, cette paille se désintègre en quelque sorte. Et on prend du recul. Et on regarde l'ensemble du tableau, vraiment les événements remarquables qui se sont produits au Moyen-Orient, la position remarquable d'Israël, et aussi les défis qui nous attendent. Merci pour ton analyse et ta contribution. Et j'ai hâte de te recevoir à nouveau, peut-être avec un homologue indien si nous pouvons organiser cela. Merci pour l'invitation. Nous ferons de notre mieux. Toi aussi, merci.